Donc, bonjour à tout le monde. On s'excuse un petit peu du délai. On a eu des problèmes de connexion. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Fatima qui va présenter nos conférenciers de ce midi et le thème qui va être abordé. Parfait, merci Bernard Simon. Donc, on s'excuse encore pour le délai. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Rapidement, on vous remercie déjà de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce quatrième numéro donc, de la série de séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en visite sanitaire organisée par l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, avant de débuter, je vais simplement, en fait, au nom de toute l'équipe, vous adresser nos souhaits les plus chaleureux. Donc, surtout une année remplie de santé et de belles réussites. Donc, je suis Fatima Vignate. Je suis diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique de l'école. Et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce séminaire aujourd'hui aux côtés du professeur Bernard Simon Leclerc, maintenant coordonnateur académique du doctorat professionnel en santé publique. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui la professeure Kate Zinser. Elle est titulaire d'un doctorat en épidémiologie de l'Université McGill et d'un postdoctorat en épidémiologie computationnelle de la Harvard Medical School. Elle est professeure agrégée en santé mondiale au département de médecine sociale et préventive de l'ESPOUM et est également chercheuse au Centre de recherche en santé publique, soit le CRESP. Donc, elle est accompagnée aujourd'hui de M. Adrien Saucier, qui détient une maîtrise en épidémiologie de l'Université de Montréal et qui occupe actuellement le poste de conseiller scientifique au centre de recherche en santé publique. Donc, sans plus tarder, avant de leur céder la parole, simplement vous rappeler que le séminaire d'aujourd'hui est enregistré. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans les enregistrements peuvent garder leur caméra fermée. Merci. Super. Well, merci beaucoup tout le monde. Et encore une fois, vraiment désolé pour le retard. J'espère que vous avez pu manger un petit peu avant de commencer. Um, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui. parfait. Donc, ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, de présenter quelques concepts sur les analyses de tendance et son application potentielle dans le centre public et de recherche. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est une de mes thématiques de recherche. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec des concepts de tendance dans la manière c'est décrit et de quantifier les tendances dans les données de surveillance et la manière dont celle-là peut être utilisée dans les systèmes, like les approches différentes comme les systèmes d'alerte précoce et la prévision. Et Adrien va fournir plus d'informations sur les aspects liés avec les prévisions. Um, les analyses de tendance sont quand même assez populaires. Voici quelques exemples tirés de la littérature scientifique. On peut voir ici les exemples de systèmes d'alerte précoce et les prévisions, aussi utilisés pour identifier les saisonnalités et les tendances générales. Um, et les analyses de tendance dans le domaine de santé publique ont de nombreuses utilisations. Par exemple, la meilleure compréhension de les tendances et des patrons, les identifications précoces de les menaces, les compréhensions des changements à long terme, mais aussi court terme, et de la prévision des événements futurs dans le but de soutenir la prise de décision. On va commencer tranquillement. Donc ici, nous voyons les composants d'une série temporelle. Une série temporelle est une série d'observations ou des points de données qui ont été agrégés à une fréquence spécifique. Par exemple, hebdomadaire, aussi ça peut être par mois, par année, ça dépend de c'est quoi exactement nos données. Et aussi, c'est pour un lieu géographique spécifique. Ça peut être niveau national, provincial, municipal. Et dans ce graphique, une série chronologique a été décomposée dans les différents éléments. La série observée, se trouve en haut. La deuxième fenêtre, c'est la tendance. La troisième, c'est la saisonnalité et des autres comportements cycliques. Et la dernière, c'est les variations aléatoires. La tendance, donc le deuxième fenêtre, est le mouvement de direction à long terme de données. Donc, ça peut dire exactement c'est quoi la direction. Est-ce que la série diminue, augmente, ça reste stable? La saisonnalité indique les cycles répétés. Ça peut être annuel ou une fréquence différente. Il peut également y avoir les oscillations et les fluctuations à plus long terme.
La dernière partie est le composant irrégulier, ou le bruit, représentant des variations aléatoires qui ne peuvent pas être expliquées par les tendances ou les composantes cycliques. Elles sont imprévisibles. Pour en revenir à ce que nous pouvons faire avec ces informations, nous pouvons être purement descriptifs. On peut décrire une série temporelle comme identifier les changements dans la série si la variation augmente avec le temps. On peut voir aussi la saisonnalité et aussi si les données manquantes. Ça peut aider nous aussi d'identifier les valeurs aberrantes. Et voici des données réelles de Colombie basées sur un projet sur lequel nous travaillons actuellement. Et on peut voir cette série temporelle de 2014 et 2018 qu'il y a eu une co-circulation de les Ibovirus différents. On voit le dengue, le chikungunya, les Zika qui circulent en Colombie pendant cette période en même temps. D'un point de vue descriptif, on peut dire qu'on va voir l'apparition soudaine de chikungunya et Zika et aussi on peut identifier les pics. Aussi, on peut voir que les tendances générales y passent. Mais il est difficile, à partir de ces graphiques, de voir les indications de saisonnalité. Il y a beaucoup de bruit dans les données, beaucoup de mouvements. Mais peut-être avec chikungunya, on voit un cycle qui répète. Mais comment on peut commencer? On commence avec un graphique simple de la série et vous devez choisir la résolution temporelle. On peut faire une inspection visuelle des tendances, de la saisonnalité, de la donnée manquante, des valeurs aberrantes. Il peut également nous indiquer si les séries représentent une corrélation positive ou négative. Ça peut être instructif si nous voulons faire des modélisations plus avancées plus tard. Une corrélation positive est quand les valeurs suivent la direction de passé et contrairement à la corrélation négative lorsque les observations suivent la direction opposée de passé. Voici une autre série temporelle. Cette fois-ci, c'est l'incidence de paludisme dans une région dans l'Ouganda. Et c'est une série à la fréquence hebdomadaire. On peut voir, si on voit juste l'aspect descriptif, on peut voir qu'il y avait une diminution assez évidente en 2015. Et ça, c'est vraiment lié avec la mise en place d'une intervention. L'intervention, c'est la pulvérisation interdomiciliaire d'insecticides. Et on voit vraiment une diminution de l'incidence de palu avec cette donnée-là. Mais à part de ça, c'est vraiment difficile de décrire qu'est-ce que nous observons étant donné les fluctuations dans les données. Il semble de voir, après la mise en place de l'insecticide, on va voir quand même un composant cyclique, mais on peut voir aussi comment la forme change en fonction de la résolution temporelle. Donc ici, on a résolution par mois. Donc, c'est plus lisse, c'est plus plate comme tendance. Et avec une résolution mensuelle, il semble de voir le bruit était réduit, que la diminution soit moins évidente, mais nous voyons également les pics de résurgence. C'est toujours évident. Et les séries résolution temporelle peuvent donc nous aider à identifier les différents aspects qui nous intéressent dans une série chronologique. Nous pouvons utiliser aussi les moyennes mobiles. Ça dépend de est-ce qu'il y a beaucoup de fluctuations dans la donnée. Peut-être ça fait plus de sens d'utiliser une moyenne mobile. Voici une moyenne mobile sur 4 mois. La série temporelle d'origine, c'est en gris clair en arrière et le rouge représente la moyenne mobile. Vous pouvez choisir sur quoi vous voulez centrer le 4 mois. Et ici, nous incluons le mois précédent comme premier point dans le 4. Et ces méthodes sont particulièrement utiles lorsqu'il y a beaucoup de données brillantes ou très variables. C'est juste une approche de smoothing qui réduit les fluctuations à court terme et les variations aléatoires qui permet d'identifier plus facilement les tendances et les cycles.
Donc, le prochain diapo montre la moyenne mobile de 6 mois et la prochaine, c'est de 12 mois. Donc, on voit quand même, c'est intéressant de voir comment ça fait, les effets ils ont sur la tendance. Nous pouvons essayer d'estimer la tendance avec une moyenne mobile, ou nous pouvons également essayer d'estimer la tendance à l'aide des autres méthodes, telles que la régression. Voici une régression linéaire qui n'est pas la meilleure solution fit pour les données. Je pense que c'est assez évident. Mais nous pourrions également inclure un terme saisonnier pour essayer de capturer les composants cycliques. Donc, c'est vraiment un exemple assez simple. On peut aussi utiliser une régression polynomiale ou un smoothing exponentiel. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et on peut aussi, ça, c'est un exemple de Holt Linear Trend. Mais c'est vraiment important que vous sachiez que les données que j'utilise pour ces 3 exemples, c'est les données de simulation. Donc, c'est sûr et certain, normalement, on n'est pas aussi un bon fit avec le genre de smoothing qu'on voit ici avec le Holt Linear Trend. Mais ça, c'est les exemples si on peut utiliser si on veut vraiment avoir une estimation de la tendance. Une chose que j'aime bien à faire quand j'ai une série chronologique, parce qu'on a le côté descriptif, mais on peut faire quelque chose de plus pointu. Donc, on peut vraiment quantifier ou identifier les changements significatifs dans une tendance. Il y a les packages en R qui s'appellent Change Point Detection. Et ça identifie le moment où la tendance change dans une manière significative. Donc, les différents changements peuvent être estimés, comprendre, ça peut être la tendance, ça peut être la variation, selon vous voulez. Mais ici, c'est le changement de tendance moyenne. Nous voyons ici que le calcul a détecté des changements au point temporel avec les cercles. Donc, le vert indique une diminution et le rouge indique une augmentation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, ça peut être vraiment intéressant. Et avec les analyses un peu plus poussées pour nous, pour cette analyse, c'est toujours avec les données de Uganda, c'était lié avec la mise en œuvre de le cycle de pulvérisation et aussi la diminution avec l'effet des insecticides et aussi la résistance qui développe dans le moustique. Donc, c'est juste pour votre information. Nous pouvons également utiliser la tendance et les différentes méthodes de smoothing pour détecter les valeurs ou les vêtements aberrantes. Voici, c'est un exemple plus ancien, mais j'aime bien ce graphique. Il est basé sur une étude de recherche qui a utilisé une approche certaine pour smoothing, mais qu'est-ce que j'aime avec ce graphique? Il montre ici les différents seuils utilisés pour indiquer si une observation ou un événement supérieur supérieur à la tendance que ce soit que nous devrons normalement nous attendre. Donc, c'est vraiment une façon de signaler une alerte que c'est quelque chose de va pas comme il faut. Donc, ça peut déclencher une action, par exemple, en santé publique. Il existe une abondante littérature sur les systèmes d'alerte précoce et les différentes approches à utiliser. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une discussion approfondie de ça, mais juste pour vous dire, c'est quand même c'est lié avec les tendances. Voici un exemple, encore une fois, utilisant la donnée de Uganda, mais c'est vraiment un exemple vraiment simple et fictif. Mais le graphique en haut, si on prend la moyenne d'incidence basée sur l'ensemble de la période d'observation, donc on voit ici la ligne rouge avec le note en pointillé qui représente une carte par rapport à la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comment mettre la ligne et si on va voir les observations qui dépassent les lignes, ça peut avoir, on peut faire un algorithme de décision. Donc, est-ce que ça traverse la première ligne? Peut-être ça prend plus d'investigation. Deuxième ligne, peut-être on va aller au terrain. Ça, c'est juste vraiment des exemples. Ou peut-être on va voir quelque chose qui est moins
moins sensibles. Peut-être le premier alert, c'est vraiment OK, on ne réagit pas trop, mais le deuxième, on va faire plus d'investigation selon vraiment c'est quoi c'est quoi les objectifs de le système d'alerte précoce. Un autre exemple, c'est en dessus, c'est ici, on utilisait le moyen mobile, ça fait plus de sens avec ces données, avec les changements, parce qu'avec les changements dans les données. Et encore une fois, on peut voir même plus que deux lignes. On peut voir une deuxième ligne qui sont liées avec les cartes type par rapport à la moyenne. On peut voir comme, par exemple, deux. Mais le plus haut qu'on est de le seuil, ou plus élevé, on va voir une alerte qui est moins sensible. Donc, nous devons tester pour voir à quel niveau nous voulons définir l'alerte du seuil. Et le prochain graphique, c'est vraiment, ça c'est encore une fois lié avec une étude qui était faite déjà, qui fait une évaluation sur les modèles différents pour les systèmes d'alerte précoce. Et ça, c'est Receiver Operating Characteristic Curve. Donc, ça, c'est les graphiques différents qui représentent les algorithmes différents que ces auteurs ont utilisés. Mais c'est vraiment une façon d'évaluer le compromis entre la sensibilité, donc les vrais positifs sur l'axis sur les Y, et les faux positifs, donc une moins spécificité sur l'axis X. Et comme vous le savez, nous voulons que la courbe soit haut qui est possible dans le coin supérieur gauche. Et encore une fois, il y a beaucoup de littérature pour vraiment essayer d'atteindre la meilleure balance entre la sensibilité et le faux positif qui est possible. Nous pouvons vouloir faire quelque chose de plus complexe et d'essayer de trouver les explications de tendances observées dans la série en examinant les données externes. Existe-t-il les prédicteurs de cette maladie qui peuvent expliquer la tendance? J'ai pris un exemple qui ne concerne pas une maladie, mais c'est une des plus communes et c'est celui de température mondiale, qui est illustré dans le graphique de gauche avec les principes prédicteurs de la température mondiale à droite, qui sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a le dioxyde de charbon, de carbone, méthane et oxyde nitreux. Mais si nous intéressons à la quantification des associations entre les tendances et les prédicteurs, ça veut dire l'inférence. Donc, il faut qu'on utilise les approches vraiment spécifiques parce que les observations ne sont pas indépendantes. Donc, ça, c'est contraire les principes assumptions de les modèles de régression. Et les observations ne sont pas dépendantes à cause de la corrélation sérielle. Et c'est vraiment la notion de persistance. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on observe dans la tendance? Donc, les observations historiques influencent les observations plus récentes. Cette idée de persistance peut être optimisée pour les différents analyses, compris les systèmes d'alerte précoce et les prévisions. Donc, quand il y a vraiment la notion de persistance fort, ça peut vraiment être utile pour ce genre de prévision ou les systèmes d'alerte précoce. Mais si on veut faire quelque chose avec l'inférence, ça a une implication statistique. Donc, parce que ça augmente la variation dans le test statistique et ça va diminuer leur puissance. Il y a les approches différentes qu'on peut utiliser. J'aime bien les RIMA, comme mon équipe sache, mais aussi il y a les autres modèles qui sont vraiment efficaces aussi avec les GML. On peut ajouter les termes pour essayer de vraiment absorber les séries désolé, pour la corrélation temporelle, comme le cosinus et sinus. Donc, si on trouve les prédicteurs forts d'une maladie, on peut développer les modèles de prévision qui sont intéressants parce que ça nous donne plus de temps sur la planification de la réponse. Et voici, c'est un exemple que nous connaissons probablement bien. On a vu beaucoup de modèles de prévision sur le COVID. Et ici, on peut voir, donc, les points rouges sont les points observés. Les lignes oranges, c'est vraiment les
les points, les valeurs ajustées or preview avec la ligne orange. Et aussi, qu'est-ce que j'aime bien avec ces graphiques-là, ils ont ajouté aussi l'incertitude dans leur valeur preview. Avec, on va voir le couleur jaune sur les deux côtés de la ligne. Et il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser pour les prévisions. On peut utiliser la RIMAL, le GLMM, Bayésien et modèle mathématique, comme on a vu dans l'exemple précédent, mais aussi l'intelligence artificielle. Et maintenant, je vais laisser la présentation à Adrien qui va vous présenter le côté de prévision. Et je vais arrêter de partager et c'est à toi, Adrien. Ouais. Donc, merci Kate. Tout le monde voit bien les diapositives, ça va? Oui. Ouais. Donc, je m'appelle Adrien, je travaille comme conseiller scientifique pour Kate depuis plus de 2 ans. Je vais compléter la présentation d'aujourd'hui en discutant de l'utilisation de l'apprentissage machine pour la prévision de maladies infectieuses. Plus précisément, puisque c'est en partie le sujet d'aujourd'hui, j'ai exposé une stratégie pour traiter des séries temporelles qui ont des composantes de tendance ou de cyclicité dans un contexte d'application d'algorithmes d'apprentissage machine. Puis je vais vous présenter aussi brièvement un exemple de comment on a appliqué cette stratégie dans notre laboratoire de recherche pour modéliser les cas de dengue dans 2 départements colombiens. Puis aussi, je vais partager certains de nos résultats qui pourraient intéresser, je crois, des gens qui sont en surveillance épidémiologique. Mais bon, pour commencer, j'imagine que vous êtes tous et toutes un peu familiers avec l'apprentissage machine, mais je vais commencer par résumer, disons, 4 grandes caractéristiques de cette famille de méthodes. D'abord, on peut souligner que l'apprentissage machine se concentre généralement, comme Kate l'a mentionné, sur des tâches de prévision et de prédiction, contrairement à des opérations d'inférence statistique ou causale, même si on assiste à un développement grandissant des méthodes d'apprentissage machine qui sont employées aussi dans un contexte de recherche causale. Mais règle générale, l'apprentissage machine vise plus souvent qu'autrement à optimiser les opérations d'un algorithme de classification ou de prédiction. Donc, ça veut dire que, par exemple, ces stratégies de sélection de variables vont être différentes de la plupart des analyses statistiques habituelles en épidémiologie, où l'objectif, c'est plus de contrôler la confusion et de minimiser les biais dans l'estimation d'associations ou d'effets causaux. Ensuite, on emploie souvent ces méthodes sur des données à grande dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des tableaux de données avec essentiellement beaucoup de rangées et beaucoup de colonnes, le fameux big data dont tout le monde a entendu parler. Un autre trait caractéristique, ça se situe au niveau du déroulement de ces opérations. Donc, ça se fait l'entraînement d'algorithmes se fait souvent dans le cadre de ce qu'on appelle une validation croisée. Donc, on entraîne l'algorithme d'apprentissage machine en divisant le jeu de données en plusieurs portions et en validant sa performance à travers ces différentes portions à l'aide d'une fonction d'erreur. Je reviendrai un peu plus tard sur cette caractéristique, mais avant, je voulais donner un très bref tour d'horizon des différents algorithmes qui existent, que l'on classe tous sous le chapeau d'apprentissage machine. Un rapide aperçu. Parmi ceux-ci, les plus populaires sont probablement les algorithmes à base d'arbres de décision, dont vous avez un exemple ici, la figure A de la diapositive. Mais on peut penser aussi que ce soit des arbres de décision simples ou bien des forêts aléatoires ou des algorithmes de renforcement sont tous à la base d'arbres de décision. Ces algorithmes ont en commun de chercher à trouver des points de séparation optimaux dans les ensembles de données pour accomplir des tâches de classification de prévision. Donc, l'algorithme le plus simple, comme j'ai mentionné, c'est l'arbre de décision, que vous trouvez un exemple ici dans la diapositive. On constate que l'arbre de décision, dans cet exemple-là, prédit un score, un test mathématique, la valeur numérique dans le carré bleu, selon des valeurs seuil de plusieurs autres variables dans l'ensemble de données. Par exemple, si la variable, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond, c'est seulement un exemple, mais si la variable HI a la valeur oui, alors la moyenne au test sera plus proche de 446. Si elle a la valeur non, la moyenne au test sera plus proche de la valeur 501.
Puis l'arbre continue à se complexifier comme ça à chaque palier pour trouver des nœuds de valeurs, à chaque nœud pour trouver des valeurs dans les variables qui produisent une prédiction ou une séparation précise ou la plus précise possible des données. C'est une méthode qui devient particulièrement robuste et efficace lorsqu'on combine plusieurs arbres de décision ensemble dans une forêt aléatoire ou bien par un processus de renforcement itératif de l'arbre qu'on nomme en anglais gradient boosting. Puis là, il y a vraiment une infinité de formes de gradient boosting qui existent. J'ai donné, qu'on vient de donner une attention particulière aux algorithmes à base d'arbres parce que ce sont vraiment parmi les plus populaires, mais sont également réputés pour pouvoir gérer les interactions complexes et les relations non linéaires euh, entre les variables sans avoir à le spécifier explicitement au modèle. Donc, sont vraiment utiles à ce niveau-là. Mais on peut aussi penser à d'autres types d'algorithmes, comme par exemple les machines à vecteurs de support que vous avez ici à l'image B. Si on s'imagine un espace géométrique, l'algorithme va chercher à trouver, c'est un espace simple à deux dimensions, l'algorithme va chercher à trouver les frontières ou les divisions qui, encore une fois, optimisent la classification ou la prédiction des données. Il y a également ici en C une régression régularisée par filet élastique qui essentiellement applique une pondération ou une pénalisation au coefficient d'une régression dans le but, encore une fois, d'optimiser sa capacité à prédire. La validation croisée que j'ai mentionnée précédemment, c'est la technique qui est utilisée pour faire apprendre ou pour entraîner les algorithmes de prédiction et pour évaluer leur performance. Donc, ça consiste à diviser l'ensemble de données étudiées en plusieurs portions pour, en premier lieu, faire apprendre à l'algorithme les patrons d'association et d'organisation entre les différentes variables du jeu de données et, en second lieu, pour vérifier si l'algorithme est capable de prédire ou de classer avec justesse notre variable d'intérêt. Donc, la performance de l'algorithme est évaluée grâce à une fonction d'erreur qui nous permet de quantifier l'écart entre les véritables valeurs dans le jeu de données et les valeurs prédites par le modèle. Dans le cas des maladies infectieuses, par exemple, on peut penser que notre variable d'intérêt, ben, c'est le nombre de cas d'une maladie étudiée à une échelle temporelle donnée, que ce soit le nombre de cas quotidiens ou le nombre de cas hebdomadaires, etc. Puis on entraîne l'algorithme à apprendre les patrons d'organisation existants entre ces cas de maladie et des facteurs, par exemple, environnementaux, climatiques ou démographiques qu'on juge pertinents. On peut penser à la température, la densité de la population, les précipitations. On veut ensuite que quand on présente des observations avec des valeurs de ces différents facteurs environnementaux, climatiques et démographiques, on veut que le modèle produise une prédiction du nombre de cas de maladies pour chacune des observations qu'on lui présente. L'opération est souvent répétée plusieurs fois à travers le jeu de données pour plus de robustesse et on peut adopter des schémas plus ou moins compliqués selon les besoins de l'analyse. Par exemple, dans l'image présentée sur cette diapositive, le processus est répété 4 fois, c'est-à-dire qu'on sépare 4 fois notre ensemble de données en une portion d'entraînement et une portion de test et on calcule 4 fois une fonction d'erreur, c'est-à-dire une mesure d'écart entre les prédictions de l'algorithme et les valeurs observées dans la portion test. Puis on fait une moyenne de cette mesure à travers les 4 répétitions du schéma d'entraînement et de test. Dans la dernière décennie, l'apprentissage machine pour prédire l'incidence des maladies infectieuses a gagné en popularité dans la littérature scientifique et académique. En effet, a été récemment utilisé pour prévoir plusieurs maladies, que ce soit la COVID-19, la grippe, virus du Nil, la malaria, la dengue, la brucellose. C'est quelques exemples parmi tant d'autres. Nous, on s'est concentré dans notre laboratoire plus précisément sur la dengue. Puis, par exemple, en 2023, une revue systématique sur les méthodes de prévision de la dengue a analysé un total de 99 modèles différents employés dans 64 études. Et de ces 99 modèles, 40% étaient des modèles d'apprentissage machine, juste pour vous donner une idée de leur popularité. Euh, donc, c'est ça, comme je l'ai mentionné, nous, dans le laboratoire, on développe présentement des modèles de prévision pour la dengue dans 2 régions colombiennes. On a comparé la performance de 4 algorithmes et on a ensuite mesuré l'importance des facteurs climatiques, environnementaux et sociodémographiques dans la production de ces prévisions, donc leur rôle en quelque sorte.
Un défi lorsqu'on veut utiliser des algorithmes d'apprentissage machine pour prédire des cas de maladies infectieuses, je renvoie maintenant à la présentation de Kate, c'est la non-stationnarité des courbes temporelles des cas. Donc, comme vous avez pu le voir, les propriétés statistiques d'une courbe, que ce soit la moyenne ou la variance, peut parfois évoluer au fil du temps. La courbe peut être soumise à des dynamiques de tendance ou bien des dynamiques cycliques de saisonnalité, par exemple. Ça peut poser un problème si on adopte un schéma de validation croisée plus traditionnel. En effet, si on conserve le schéma de validation croisée traditionnel, où l'ensemble des données est divisé de manière aléatoire entre des segments d'entraînement et des segments de test, comme vous pouvez le voir ici, ça serait une illustration au deuxième schéma de la diapositive, où vous voyez que les portions d'entraînement et les portions de test sont réparties aléatoirement à travers la ligne du temps, les portions rouges étant les portions d'entraînement et les portions bleues les portions de test. Mais ça peut nous placer devant deux cas de figure un peu problématiques. Premièrement, les valeurs futures peuvent être utilisées pour prédire les valeurs passées. Et deuxièmement, les prédictions ne tiennent pas nécessairement compte des dynamiques de tendance ou de saisonnalité dans les données. À moins d'avoir vraiment des prédicteurs hyper précis qui capturent ces dynamiques-là dans la courbe de cas de la maladie étudiée. Donc, même s'il a été démontré théoriquement que la validation croisée traditionnelle peut être employée avec des séries temporelles, l'utilisation de schémas traditionnels aléatoires peut comporter certains risques. euh, Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent en fait qui sont associées à des biais dans les prédictions, plus que des schémas d'entraînement qui conservent l'ordre temporel des observations. C'est le cas notamment du premier schéma ici, cinquième, sixième et septième. Donc, en plus de faire intervenir des marqueurs de saisonnalité et de tendance dans les prédicteurs utilisés par l'algorithme, on peut réorganiser le schéma d'entraînement pour que les prédictions ne soient pas exposées aux perturbations dans la série temporelle, que ce soit en conservant l'ordre temporel des observations et en délimitant aussi temporellement les segments pour que le modèle soit entraîné et testé dans une portion du temps qui est similaire, dont les caractéristiques sont similaires. De plus, ces schémas aussi possèdent la force d'être plus près d'une application pratique, par exemple. En surveillance épidémiologique, on a seulement les observations passées pour prédire, pour faire des prévisions, donc c'est plus proche aussi d'une application pratique. Donc, pour ces raisons, dans le cadre d'un projet visant à prévoir les codes d'angle dans deux départements colombiens, on a choisi d'appliquer le schéma de validation par devant avec fenêtre mobile. C'est une traduction un peu hasardeuse de l'expression anglaise Rolling Window Forward Validation que vous retrouvez ici comme avant-dernier schéma de validation. Donc, le résultat du schéma de validation dans notre étude est présenté par le graphique où vous voyez les courbes de code d'angle dans deux départements colombiens étudiés, ainsi que le segment de test qui est surligné en gris pâle. Les modèles utilisés dans l'analyse ont été déployés donc sur cette portion temporelle en prenant soin de les entraîner seulement sur des observations antérieures, pas trop éloignées du segment de test. Il faut noter que même un schéma de la sorte ne règle pas tous les problèmes. Par exemple, pour le département d'Antioquia, donc la courbe verte que vous voyez ici, au troisième pli qu'on appelle, la troisième portion d'entraînement et de validation, le modèle est placé au moment de sa validation devant des valeurs, devant un pic historique d'infection qu'il n'avait jamais vu dans sa portion d'entraînement juste avant. Donc, c'est parfois difficile pour le modèle d'extrapoler au-delà des valeurs connues, donc les valeurs qu'il a vues dans son moment d'entraînement. Mais sur le plan pratique, parfois un simple signal, comme quoi le nombre de cas va continuer à augmenter ou va augmenter, peut être utile sans devoir nécessairement avoir une prédiction ultra précise si l'algorithme est capable de reconnaître que on va avoir une ascension continue des cas. Ça peut nous rendre service sans avoir à être ultra précis, comme je l'ai mentionné. Un autre aspect de notre étude qui pourrait intéresser les gens en surveillance épidémiologique, c'est qu'on a essayé de quantifier en fait la contribution de chaque facteur à la prévision des cas de dengue. Plus
Plusieurs techniques permettent de mesurer l'importance des variables étudiées dans un modèle. Ces techniques sont d'une grande valeur parce que, contrairement à l'accusation souvent entendue, voulant que l'apprentissage machine est une boîte noire, qu'on ne comprend pas exactement ses opérations, ben, ces techniques nous donnent de la transparence au modèle et nous expliquent un peu, certes imparfaitement, mais nous expliquent un peu ses comportements. Donc, on a voulu mesurer l'importance des différents facteurs pour prédire la langue en avance d'une semaine, 2 semaines, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 semaines. Puis, comme vous le constatez, l'importance des facteurs fluctue en fonction de l'horizon temporel qu'on utilise. Par exemple, à gauche ici pour Antioquia, la densité de la population est le facteur plus important pour prédire la dengue en avance d'une semaine. Mais quand on regarde pour prédire les cas en avance de 16 semaines, 20 semaines et même 24 semaines, euh, étonnamment, c'est un résultat qui nous a intéressés. C'est les températures moyennes de l'océan Indien qui contribuent plus au modèle de prédiction. Donc, ce n'est pas non plus complètement étonnant, étant donné que ces grands mouvements climatiques-là peuvent, par téléconnexion, influencer les climats locaux, et puis les climats locaux, ensuite les populations de moustiques, et les populations de moustiques, ensuite les cas de dengue chez l'être humain. Pour Meta, la contribution des facteurs semble plus stable à travers le temps, bien qu'on observe une augmentation de l'importance de la lumière nocturne. C'est une variable proxy pour capturer les dynamiques d'urbanisation sur le territoire. Et la semaine épidémiologique, donc une variable proxy pour capturer des dynamiques cycliques, gagne de l'importance avec le temps. Donc ici en mauve et en vert pâle, comme vous pouvez voir. Donc, c'est des informations qui peuvent être précieuses pour la surveillance épidémiologique parce qu'elles suggèrent de monitorer différents facteurs. Donc, on peut faire des prévisions pour la semaine prochaine ou pour dans 6 mois. Donc, l'identification des facteurs qui contribuent à prédire les cas d'une maladie sur un plus long terme, donc plus de 3 mois, Kate l'a mentionné, ça peut aider à optimiser le temps de déploiement d'intervention en santé publique ou mettre en branle des campagnes de communication, de prévention sur le risque à venir par rapport à une maladie donnée. Donc, en conclusion, l'apprentissage machine se révèle utile pour la prévision de maladies infectieuses et de plus en plus répandu dans la littérature. En raison de la non-stationnarité des courbes temporelles de cas de maladies infectieuses, il peut être souhaitable d'ajuster le schéma d'entraînement et de validation des algorithmes d'apprentissage machine. Ça peut se faire en respectant l'ordre chronologique des observations dans le schéma et en répétant plusieurs fois l'alternance entre entraînement et test au fil de la courbe temporelle. Et puis finalement, il faut quand même noter que l'apprentissage machine pose encore des défis en termes de transparence de ces opérations, également en termes d'application pratique, même si plusieurs techniques existent pour les rendre plus applicables et plus compréhensibles. Donc, les modèles peuvent être parfois un peu trop complexes pour être efficaces dans un contexte pratique de surveillance épidémiologique. Puis leur portée est encore un peu, je dirais, encore au niveau de la recherche et de la recherche académique. Mais dans le futur, un futur très proche, un meilleur pont entre la recherche et la pratique de la surveillance épidémiologique pourrait être envisagé pour que la santé publique puisse bénéficier des forces de ces méthodes. Et je laisserai Kate conclure avec cette dernière diapositive. Parfait. Merci beaucoup, Adrien. Donc, en conclusion, globalement, donc, vous deviez commencer par définir les objectifs avant de commencer. C'est quoi le but de l'analysis? Qu'est-ce que vous espérez d'obtenir? Donc, ça va aider vraiment pour définir l'approche et aussi les méthodes à utiliser. Et aussi d'utiliser les approches appropriées et aussi vérifier les assumptions si c'est nécessaire. Ça dépend des méthodes utilisées. Et la chose qui m'intéresse beaucoup aussi, d'évaluer dans la pratique. Donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile dans la pratique, dans les milieux de santé publique? C'est quelque chose qu'on explore aussi avec nos partenaires, avec les collaborations différentes. Est-ce que c'est utile et comment c'est utile? Et si vous êtes intéressé par un système d'alerte précoce ou de la prévision, devez-vous réfléchir à ce que vous voulez faire et les ressources aussi qui sont disponibles.
Un système d'alerte précoce peut détecter les apparitions précoces de les cas excessifs, tant que la prévision peut aider la planification plus long terme, mais la prévision aussi, ça vient avec plus d'incertitude, parce que le plus loin on va de les observations actuelles, il y a plus d'incertitude avec les prévisions. Je serais vu de considérer le seuil, à quel niveau il est pratique et utile. Donc, à quel niveau on a besoin de le mettre. Et pour la prévision, quelle doit être la précision de la prévision pour être utile. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment. C'est pas nécessairement être tellement précis avec la précision. C'est vraiment plus le temps avant les débuts d'un flambeau, par exemple, une occlusion qui commence, et aussi est-ce qu'on est capable de produire les pics de cas. Donc, peut-être il y a les aspects qui sont vraiment importants selon le contexte de santé publique. Donc, je pense que c'est tout pour le moment, mais on est ouvert, disponible pour les questions. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup, Kate et Adrien. Donc, on s'excuse à l'avance parce qu'on a perdu du temps avec les problèmes de connexion. Donc, il nous reste quelques minutes et on pourrait prendre des questions. Donc, vous pouvez soit lever la main si vous avez une question ou écrire votre question dans le chat, le bavardage. Et donc, euh, en attendant que quelqu'un se dégaine à poser une question, oh non, donc on a déjà quelqu'un. Régent, docteur Dion, vous avez une question? Oui, bonjour. Ben, j'ai toujours des questions, mais j'aimerais peut-être si ce serait possible de clarifier la question de la non-stationnarité, parce que des données sur les maladies infectieuses sont variables dans le temps. Et si on voit un cycle saisonnier, est-ce qu'on considère que c'est non stationnaire? Adrien, est-ce que tu veux commencer? Après, j'ajoute. Ben oui, la cyclicité est une caractéristique qui est considérée comme étant qui perturbe la stationnarité des séries temporelles, les tendances en étant une autre. Ouais. OK. Parce que l'importance ici, effectivement, il y a un cycle saisonnier, on est capable de voir pour une période donnée s'il y a un excès de cas, puis on compare, par exemple, il y a une méthode qu'on compare la période en cours, celle avant, celle après, au cours, par exemple, des 5 dernières années, puis on est capable de cette façon-là de voir qu'il y a un excès. Donc, il y a comme un bénéfice de la non-stationnarité, si je comprends bien. Merci. Oui, ben oui, c'est vrai, identifier les patrons de cyclicité ou de tendance nous permettent de mieux comprendre les comportements de la courbe de cas, nous permet de mieux comprendre la- la distribution temporelle des cas de maladie. Donc oui, c'est toujours important d'essayer de les identifier. J'imagine, Kate, tu serais d'accord avec ça. Oui, oui, et c'est un peu lié avec une des premières diapos. J'ai montré avec les composantes différentes dans une série temporelle. Donc, on peut voir les composantes de tendance, le côté de cyclique, saisonnalité aussi, le côté des aléatoires. Donc, si on est capable de vraiment identifier les composants différents, on peut, parce que les choses on va faire, c'est comme avec les tendances de mettre ça stationnaire, mais on peut ajouter aussi les autres termes pour le côté de saisonnalité. Donc, on essaie de vraiment capturer les composants différents. Donc, je ne sais pas si ça vous aide, Réjean. Oui, oui, merci. Maintenant, on a une question dans le chat. Je vais essayer de la lire de façon intelligente, là. Attendez un petit peu. Bon, vous mentionniez, donc une question d'Émile, vous mentionniez que le modèle avait de la difficulté lorsqu'il était confronté à un pic historique de cas de dengue. Euh, Y a-t-il des méthodes qui permettent de rendre le modèle plus robuste à des changements de tendance ou événements auxquels il n'a jamais été présenté, entraîné? Une très bonne question. Puis, ben, je crois en fait que pas réellement. C'est la difficulté d'extrapoler à partir d'un modèle
statistique, ce qui fait que non, il pourra peut-être jamais prévoir de l'incertitude dans le futur que nous non plus, on n'est pas en mesure de prévoir. Donc, il y a une limite. Il y a une limite à ce que le modèle peut faire, mais ce que je trouve quand même rassurant, puis que j'ai mentionné rapidement, c'est que tant et aussi longtemps que le modèle est capable de détecter que la tendance va être en augmentant, qu'il va avoir, on risque d'être confronté à une éclosion de cas ou un pic historique. Peu importe que le pic soit prédit avec très, très grande précision ou une précision relativement moyenne, ça nous donne les outils, ça nous donne une ça me donne une information très, très précieuse pour prévoir une intervention adéquate. Puis, bon, c'est ça le fameux dicton statistique, no model is wrong, no model is perfect, but some of them are useful. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de modèles qui sont, ou de méthodes qui sont complètement imperméables à ce genre de faiblesse, non. Et la chose, si je peux ajouter aussi, la chose on essaie d'avoir, c'est vraiment des prédicteurs assez forts. Donc, quand on a les bruits, beaucoup de bruit dans les données, c'est difficile. Souvent, les données de surveillance, ça dépend des systèmes de surveillance, est-ce qu'on a beaucoup de confiance dans les données? Mais quand on a beaucoup de bruit dans les données, c'est difficile pour nous de trouver les prédicteurs assez forts. Donc, aussi, on espère d'avoir beaucoup de corrélations, autocorrélations dans les séries. Ça nous aide aussi avec les prévisions pour aussi pour être capable de détecter les pics, mais de prédire les pics aussi. Mais avec nos expériences, c'est vraiment difficile avec les modèles statistiques, mais on est plus avec le travail d'Adrian, c'est plus promoteur à date pour ça. Merci. Merci beaucoup. Il y aurait eu une ou deux questions supplémentaires, mais on va devoir arrêter là pour respecter notre horaire. Et donc, je vais laisser Fatima dire le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Adrien et Kate. Un grand merci à la professeure Zinsser et à Monsieur Saucier pour cette présentation qui était très intéressante. Merci également donc à toutes les personnes présentes aujourd'hui au séminaire d'aujourd'hui, de ce midi, ainsi qu'à nos conseillères en communication de l'école pour leur précieuse aide dans l'organisation et la promotion du séminaire. Donc, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain séminaire qui se tiendra le 20 février et qui aura pour thème Qui peut-on considérer comme noir au Québec et au Canada? Donc, on abordera donc les enjeux liés à la terminologie utilisée. Donc, c'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bel après-midi et à bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci de votre participation. Merci beaucoup, Adrien et Kate. Moi, je... Merci. Désolée encore, je me sens tellement mal, mais je suis Ah non, contente. non, 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 c'est correct. C'était une excellente présentation. C'était très intéressant. Moi, j'aurais eu de la curiosité un peu pour de poser des questions d'application pour par exemple, des maladies chroniques, des comportements, Ouais. des choses comme l'obésité ou l'impact de l'obésité sur en fait, des prévisions, mais ça sera Mais pour je une autre pense qu'il fois. y a beaucoup d'utilisation parce que c'est vrai, on focus souvent sur les maladies infectieuses, mais c'est sûr, on peut faire. Et j'ai vu pendant j'étais en préparation pour la présentation, j'ai vu même les modèles pour le cancer que je trouve intéressants. Mais oui. C'est ça, pendant que je vous écoutais, j'imaginais toutes sortes de situations euh, de prévision, de tendance ou de prévision au niveau du transport automobile, de la production de gaz à effet de serre. En tout cas, Ouais. mon imagination était partie, là. Non, oui, mais on voit déjà avec les feux de forêt, il y a les systèmes precoce alert qui sont vraiment Mhm. utiles et utilisés, particulièrement en Californie. Mais oui, il y a beaucoup d'utilisation. Donc, j'espère la prochaine fois, on va présenter avec vous, on va voir les résultats pour le côté de l'utilisation aussi avec les partenaires. C'est quelque chose Absolument. qu'on va explorer.
OK, parce que on pourrait envisager, même pour la prochaine session, à un moment donné, le prochain calendrier comme une suite ou Oui, oui, ça me fait plaisir. des modèles d'application, puis Oui, des choses comme ça. oui, oui. OK, je garde ça en mémoire. Puis, donc, merci beaucoup à tout le monde, puis merci beaucoup encore une fois pour Adrien et Kate. Yeah. Merci, Merci. bonne journée. Merci. Bonne fin de Bye. Merci vous journée. aussi. Merci, Au revoir. Bye. merci beaucoup, Fatima.